structure avec ses lacets. Pendant des semaines, notre tente eut une forme étrange et s'écroula même de temps à autre. Nous avons marché dans des forêts tropicales, des montagnes et des déserts de sable. Nous avons croisé des ours, des scorpions, des lémuriens, des serpents, des ratons laveurs et d'autres créatures intrigantes. Ce sont peut-être ces voyages qui m'ont poussé à devenir biologiste, même si, aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours été fasciné par les animaux. Dès que j'ai su marcher, il m'arrivait de disparaître aux grandes dames de mes parents. Lorsqu'ils me retrouvaient, ils constataient avec soulagement que je n'avais pas été la victime d'un kidnapping, mais que j'avais simplement suivi un insecte ou un écureuil. Hormis les arbres que j'escaladais jusqu'à des hauteurs insensées, les plantes m'ont laissé de marbre pendant des années. J'ai commencé à m'y intéresser à l'école primaire, à l'occasion d'une expérience en classe visant à nous faire découvrir les facteurs nécessaires à leur croissance. Nous avions tous quelques graines de haricots dans un pot. Un premier groupe a dû mettre les siennes près d'une fenêtre et les arroser. Le deuxième les laisser dans le noir. Et le troisième leur accorder de la lumière, mais pas d'eau. Mon pot faisait partie du troisième groupe, et l'idée m'a déplu. Est-ce que l'on me prenait pour un demeuré ? J'avais parfaitement compris que mes plantes étaient condamnées. C'était inacceptable pour l'enfant que j'étais. À la fin de chaque récréation, je passais par le lavabo des toilettes et rentrais en classe les joues remplies d'eau. Je faisais semblant d'admirer les plantes, et lorsque personne ne me regardait, je crachais l'eau dans mon pot. Le jour où une petite pousse est sortie de terre, j'étais euphorique. Ensuite, chaque matin, j'étais fasciné de voir comme mes plantes avaient grandi pendant la nuit. La pauvre enseignante a eu bien du mal à tirer des conclusions de nos résultats. Au milieu des cadavres desséchés se dressaient mes protégés. Je me suis empressé de démontrer à mon frère l'intérêt du monde végétal grâce à des lentilles dégotées dans le placard de la cuisine, et il a rapidement partagé mon enthousiasme. Notre intérêt pour la nature rendait encore plus extraordinaires nos voyages en famille. Mon frère et moi essayons d'influencer le choix de la destination en fonction de la faune et de la flore locale. Dès que nos parents décidaient de s'arrêter quelque part pour manger, en général à même le sol, nous soulevions chaque pierre pour découvrir ce qui s'y cachait. Nos géniteurs s'amusaient à prendre des photos de leurs garçons, le nez par terre et les fesses en l'air. Lorsque notre campement était installé, nous partions tous les deux en expédition, parfois en pleine nuit, pour observer les animaux qui peuplaient la région. Pendant ces voyages, nous dormions parfois à la belle étoile. Notre père nous parlait alors de l'univers. Il n'essayait ni de nous inculquer des détails techniques, ni de nous faire mémoriser des constellations, mais il parlait de la taille des corps célestes, de leur nombre, de leur âge extraordinaire et de leur fin inévitable, ainsi que des distances qui nous séparaient d'eux. J'ai toujours eu pleinement conscience de n'être qu'un minuscule hominidé surfant à travers l'espace pendant une durée infime, sur un grain de poussière. Une conséquence douloureuse a été d'accepter très tôt l'idée que bientôt je n'existerai plus et serais oublié à jamais. Lorsque l'on a 5 ans, réaliser que nous finirons par n'avoir plus conscience de rien, plus la moindre pensée, plus jamais, même dans des milliards de milliards d'années, peut être accablant. Puis, au bout de quelques semaines, j'ai songé que lorsqu'on n'a plus conscience de rien, des milliards d'années passent de la même façon qu'un dixième de seconde. Cette pensée m'a apaisé. Elle rendait l'infini temporel moins intimidant. Débarrassé de ce poids, j'ai commencé à rêver d'explorer l'univers. Il faudrait faire vite, avant que mon court moment ici ne s'achève. Me passionnant à la fois pour l'espace et la biologie, j'en suis naturellement venu à m'interroger sur les formes de vie qui pourraient exister ailleurs. J'ai songé à en faire mon métier, chercheur de vie sur d'autres planètes. Mais il ne me semblait pas que cette profession existât. Après tout, si c'était une option, pourquoi mes camarades rêveraient-ils d'être pompiers ou princesses ? Il a fallu faire un choix entre l'espace et la biologie. Soyons réalistes, comme disait l'un de mes enseignants. Je serai biologiste explorateur.
Je vous raconterai bien que les choses se sont ensuite succédées de façon logique, et que depuis que cette envie est née, j'ai étudié avec ardeur à l'école, que chacun de mes choix a reflété ce désir, et que je me suis dirigé en ligne droite vers mon rêve de gamin. Après tout, c'est souvent comme cela que sont présentées les choses au commencement des livres, où l'auteur a la vanité de vous raconter sa vie, au lieu d'en venir directement au sujet qui vous intéresse. Patience, nous y arriverons. Je ne sais pas si c'est dû à la mode du storytelling, ou si une vie standard ressemble vraiment au guide d'orientation professionnelle distribué dans les lycées. La mienne, en tout cas, commence plutôt comme un roman dont l'auteur improviserait au fil des chapitres. Adolescent, j'avais d'autres choses en tête. Les seules raisons pour lesquelles je consentais à venir en cours étaient mes amis et les filles de mon âge qui se transformaient en femmes. En y repensant, ce qu'on essayait de nous enseigner était pourtant fascinant. Mais comment pouvait-on nous parler des épopées de nos ancêtres, de la formation de la Terre ou du fonctionnement des plantes d'une façon aussi ennuyeuse? Certains de ces sujets m'avaient été expliqués par mes parents, mais eux me racontaient des histoires passionnantes et ne donnaient pas l'impression de lire l'annuaire. Plutôt que de tomber dans une torpeur résignée comme la plupart de mes camarades, je me distrayais aux dépens des professeurs et à la grande joie de mes amis. Mes idioties allaient d'actions relativement innocentes, comme demander une prof en mariage en plein cours d'espagnol, ou déclencher un mouvement de panique en lâchant des dizaines de grillons en cours de maths, à des choses que j'évite de raconter pour ne pas donner de mauvaises idées à de jeunes lecteurs. Mon visage angélique et mon sourire innocent ont été de précieux alliés, et si j'ai pu aller jusqu'au lycée, c'est peut-être en grande partie grâce au bénéfice du doute. J'avais aussi la chance d'obtenir des notes correctes sans fournir le moindre effort. Si mes résultats scolaires me préoccupaient à peu près autant que le cours du pétrole, mes performances sportives étaient une obsession. Je me suis adonné à différents arts martiaux et sports de combat avant de finir dans un cours où des pratiquants de différentes disciplines s'affrontaient avec des règles qui variaient. J'étais grisé par ma progression rapide. Petit à petit, j'ai augmenté l'intensité et la fréquence de mes entraînements jusqu'à des niveaux insensés. Je pensais que si je donnais le maximum, je serais chaque jour plus performant que la veille. Si vous avez quelques notions d'entraînement sportif, vous froncez peut-être les sourcils. Cette stratégie, le plus possible et le plus intensément possible, est une recette pour l'échec. Si j'ai entendu parler du surentraînement, je n'y ai pas prêté attention. Après avoir atteint un pic à l'âge de 15 ans, mes performances ont commencé à décliner. J'ai eu la stupidité, pour compenser, d'augmenter encore le volume de mes entraînements. Il était temps de remettre mes objectifs en question. De toute façon, n'étant impliqué dans aucune guerre médiévale, les records que je poursuivais commençaient à me sembler dérisoires. J'ai retrouvé mon rêve d'enfant. Devenir biologiste. Juste à temps. J'ai rattrapé le retard pris en classe au fil des années, bien décidé à devenir un grand scientifique. Je ne sais pas exactement ce que j'entendais par grand, mais peu importe. Cela a redonné un but à un adolescent devenu mal dans sa peau. Je me suis dévoué à mes études. J'ai intégré une école d'ingénieurs spécialisée en biotechnologie, Subbiotech, également appelée Institut supérieur des biotechnologies de Paris, ce qui impressionne quand même beaucoup plus lors d'un dîner. En parallèle, je me suis inscrit à l'université d'Évry, où j'ai obtenu un master de biologie synthétique et systémique. C'est au cours de ces années que j'ai été attiré par le vivant à des échelles plus petites. Le microscopique, je pouvais passer de longs moments devant un objectif à regarder des bactéries, et le moléculaire. Je trouvais captivant le fonctionnement d'une cellule. Les 6 derniers mois d'études, à la fois pour le cursus universitaire et pour celui d'ingénieur, étaient dédiés à un stage. J'étais indécis. Entré dans la biologie parce que j'étais émerveillé par le vivant, je me sentais en décalage avec nombre de mes pairs qui cherchaient à le rentabiliser. J'ai fini par m'asseoir devant une feuille de papier, un crayon à la main et une question en tête. Si tout était possible, que ferais-je? J'ai repensé au métier que j'imaginais enfant, chercheur de vie sur d'autres planètes. Et si, après tout, je pouvais allier la biologie à l'espace? Dans ce cas, quel serait le meilleur endroit pour le faire? La NASA est le premier nom qui m'est venu à l'esprit.
après quelques recherches.